On est en bonne compagnie sur la thématique de la collaboration interprofessionnelle en GMF, l'intégration du travailleur social. Donc, un programme de financement et de soutien professionnel qui est entré en vigueur le 16 novembre 2015. Ce que j'en comprends, c'est que ça amène différents changements dans la façon de travailler pour les travailleurs sociaux. Et bien qu'elle ne soit pas dans ce domaine-là, j'ai une sensibilité au sujet. Peut-être ma sœur est travailleuse sociale dans l'intervention auprès des enfants, mais tout de même, je vais être très curieuse de vous entendre sur le sujet. Du rôle, donc, des travailleurs sociaux en lien avec les GMF, les médecins, comment on peut intervenir pour mieux soigner les gens à travers tous ces changements-là. On aura différentes perspectives. D'abord, Dr Antoine Groux, qui sera le premier présentateur, qui est directeur à la direction de l'Organisation des services de première ligne intégrés au ministère de la Santé et des Services sociaux. Après quoi, on aura aussi donc un témoignage d'une expérience qui a été vécue au GMF Plateau Marquette en compagnie de, je vais aller avec madame d'abord, Marisol Gagnon, travailleuse sociale, et Dr Philippe Lamontagne, qui est médecin. Alors, à vous trois, bonne présentation. On vous écoute, puis par la suite, on aura l'occasion d'échanger avec vous. Alors, merci beaucoup de cet accueil. Bonjour à tous, à toutes. Plaisir de pouvoir vous parler de ce programme GMF qui, comme plusieurs d'entre vous le savez sans doute, a connu un virage presque rocambolesque, en fait, avec des intentions fort nobles, mais parfois, comme on fait les choses, toujours en 14e vitesse et puis avec grande intensité, eh bien, ça a des petits collateral damage qu'on essaie de contrôler. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça vous en parler un petit peu. C'est de voir avec vous où est-ce que vous logez, puis surtout, nous, comment est-ce qu'on essaie d'encadrer les enjeux qui naissent de ce programme en allant. Alors, bien, tout d'abord, je pense que la première chose à comprendre, c'est peut-être sur le fond. Pourquoi est-ce qu'on a voulu intégrer les travailleurs sociaux dans les GMF? Vous savez sans doute que dans le premier cadre GMF, on avait fait l'odieuse intervention d'intégrer des infirmières dans des cliniques médicales. C'était une hérésie presque en 2003. Les médecins n'en voulaient pas des infirmières. Les infirmières, pour beaucoup, ne voulaient pas non plus des médecins parce que ce que les médecins leur faisaient faire n'était pas nécessairement attrayant. On a connu une période difficile, 4-5 années, vraiment pas évidente. Et puis tranquillement, ces gens-là ont fait leur place et ont établi des protocoles de travail interprofessionnel dans les GMF, les premiers, très axés santé physique, mais comme vous le voyez sur cette diapo, un peu comme le yin et le yang, la santé physique et la santé mentale, sociale, appelons-la comme on veut, le bio versus le psychosocial, on le sait de longue date, sont indissociables. Et à un moment donné, quand est venu le temps de revoir ce programme, il allait de soi que nous devions penser la personne dans son intégrité et mettre un terme à cette orientation un peu surnaturelle qui se produisait, de faire en sorte que les GMF soient des milieux de soins de santé physique et que les CLSC soient ceux qui s'occupaient des services sociaux et de la santé mentale. Alors, c'est un peu cette intégration qu'on a voulu faire sous un même toit. Le portrait de la clientèle sans médecin de famille nous a aussi beaucoup inspiré. 25% des problèmes qu'on retrouvait chez les patients étaient dans les guichets d'accès avec des problèmes d'ordre social, psychosocial, santé mentale. Alors, c'est le quart de nos patients qui étaient là. C'est une quantité phénoménale d'individus et beaucoup de gens sévèrement débilités sur le plan de la santé mentale, très affectés et en plus souvent avec des problèmes de santé physique. Alors cette combinaison-là est la meilleure recette pour ne pas être pris par un GMF, avoir un problème de santé mentale et cumuler avec ça un problème de santé physique. Bref, devant le délai moyen d'attente qui était scandaleux, de plus de 500 jours que vous voyez là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour outiller les GMF. Et quand on s'est tourné vers eux, ils nous ont dit, bien, on n'en prend pas des gens sociaux parce que nos infirmières, elles ne sont pas bonnes là-dedans, puis nous non plus, on n'est pas bons. Depuis 10 ans, on est en train de devenir des champions de la santé physique. Alors, voyez le portrait un peu d'où on était quand on a voulu avancer avec ça. On s'est appuyé sur des données probantes, sur une littérature étoffée, principalement rassemblée ou résumée dans les documents du Collège des médecins de famille du Canada qui parlent du Centre de médecine de famille, ce qu'on entend beaucoup dans la littérature anglo-saxonne comme le Patient-Centered Medical Home, qu'on voit un peu aux États-Unis ou ailleurs en Europe, notamment en Angleterre. Quelques grands piliers nous intéressant en particulier. La question des soins centrés sur les patients. Je viens de vous faire un peu l'apologie de l'approche biopsychosociale. Des soins dispensés par une équipe. On voulait continuer dans cette avenue de travail interprofessionnel. Des soins complets et globaux.
Et là, c'était très clair que le volet social devait se greffer, le volet de santé mentale, aux services qui sont rendus à l'intérieur du GMF. Et enfin, la continuité. Donc, on a essayé de faire en sorte que la trajectoire pour le patient soit une trajectoire facilitée, une trajectoire dans laquelle le patient n'a pas à frapper à 25 portes. On a beaucoup parlé ce matin du guichet en santé mentale. Le guichet de santé en médecine de famille, pour accéder à un médecin est une chose, mais accéder à des services de premier recours, de première ligne, c'est aussi souvent un chemin du combattant. Un petit morceau ici, un petit morceau là-bas, on attend ici, on attend là-bas. Il fallait que ce soit intégré à l'intérieur d'un même centre. Alors, ça nous a mené à la constitution du nouveau programme GMF, un programme qui met très fort l'accent sur le travail interprofessionnel, donc plus seulement sur l'introduction des infirmières, mais aussi sur l'introduction de travailleurs sociaux. Favoriser de cette façon une inscription et un suivi bref. On ne s'attend pas des travailleurs sociaux qui débarquent en GMF, qui s'occupent de faire ce que les programmes spécifiques peuvent faire avec des séances très longues ou des suivis au long cours. Ça amenait aussi une bien meilleure connaissance et une utilisation de l'expertise des travailleurs sociaux dans ce qu'on avait vu. Et ça encourageait l'inscription et le suivi de ce que je vais appeler entre très gros guillemets de vrais vulnérables, des gens vraiment laissés pour compte sur les guichets, pas faute de quantité, mais faute de capacité. Alors vraiment des gens très isolés, ceux dont je vous parlais il y a un instant. On a produit, pour essayer d'éviter certains écueils de l'introduction des infirmières dans les GMF vers 2003, on a introduit des guides d'intégration qu'on a produits au ministère en grande collaboration avec des gens du réseau, avec les ordres professionnels, avec vraiment toutes sortes de monde intéressés par ce qu'un travailleur social devrait faire dans des services sociaux généraux. Et ceci nous a permis de faire une définition de tâches très concertée, dans laquelle l'autorité fonctionnelle du GMF vient circonscrire ou privilégier certaines activités. Il y a eu beaucoup de peur à l'effet que les GMF allaient dorénavant dire aux travailleurs sociaux de cirer des godasses ou de faire une activité X, Y, Z qui n'est pas une priorité d'établissement ou un besoin du territoire. Bon, ce sont peut-être des langues sales, vous direz, mais dans les faits, c'est une préoccupation qui est presque légitime parce que ce sont des choses qu'on a vues avec les infirmières dans le passé. On ne voulait pas voir ça. On est venu donc circonscrire dans notre programme de façon très claire ce qu'un travailleur social pouvait faire en première ligne de services sociaux, santé mentale, et on est venu à l'intérieur de ça dire au GMF, bien, si vous avez une autorité fonctionnelle à avoir, vous l'aurez à l'intérieur de ce terrain de jeu circonscrit. C'est un peu ce qu'on voit dans les bulles qui se chevauchent. On voit aussi là-dedans qu'il y a une sélection professionnelle à faire, et cette sélection professionnelle, elle se fait sur la base d'un terrain d'entente. Ce ne sont pas les médecins de famille qui décident de quels travailleurs sociaux ils veulent ou de quels professionnels ils veulent. Ce ne sont pas non plus les établissements qui décident unilatéralement d'envoyer Mme Tartampion ou une autre ou Monsieur je ne sais qui dans le GMF en question. Alors, c'est un terrain d'entente. On doit regarder quels sont les besoins, quelle est l'expertise des professionnels, quelles sont les règles syndicales qui s'appliquent aussi, les règles de convention. Et en arrière de ça, ce n'est pas des machines qu'on déplace, c'est des humains. Et vous allez voir, on va revenir là-dessus. Ce n'est pas toujours facile de faire changer ce type de pratique-là. La collaboration 6-GMF, c'est aussi l'autre grand morceau pour lequel on souhaitait impérativement améliorer les choses par rapport au premier programme GMF. Ce qu'on relocalise dans les faits, beaucoup de choses ont été dites ici encore, mais là, on vous donne les vrais chiffres, les chiffres concrets. 313 équivalents temps plein travailleurs sociaux pour 242 GMF qui ont adhéré au programme à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'on vise à peu près 300 GMF au terme de l'exercice de déploiement du programme et qu'à ce moment-là, on parlera plutôt de 350 équivalents temps complet travailleurs sociaux. Donc, c'est ça qu'on envoie. Et ça représente quoi? Ça représente le quart, un petit peu plus que le quart, de tous les travailleurs sociaux qui œuvrent en services généraux, donc en services sociaux généraux. On n'est pas en train de dire qu'on prend 90 % des travailleurs sociaux puis qu'on les envoie dans les GMF. On n'est pas non plus en train de prendre 5 ou 6 % des travailleurs sociaux, d'autres chiffres qui ont circulé, qui effectivement est un chiffre juste, mais qui représente la totalité des travailleurs sociaux du Québec qui travaillent dans des programmes spécifiques ou en services sociaux généraux. Alors, c'est un chiffre qui est un peu tordu, celui-là aussi, vous comprendrez. Mais on est dans le quart. On est dans le quart, mais paradoxalement, en GMF est inscrit plus de 65 % de la population du Québec. Alors, dans les faits, ce qu'on envoie comme services sociaux généraux en GMF est à peu près la moitié de ce qu'on aurait dû envoyer si on avait voulu faire une corrélation parfaite entre les inscrits et les non-inscrits en GMF.
Schématiquement, ça donne ceci, la relocalisation des travailleurs sociaux, où est-ce qu'on les prend? Alors là, on sait qu'il y en a en première ligne dans les services d'accueil, analyse, orientation, référence, les 24/7 ou non. Les programmes spécifiques, il y en a en santé mentale, famille, enfants, jeunesse, toxico, puis j'ai mis 3 petits points parce que vous savez qu'il y en a une pléthore. Et dans les programmes généraux, donc les services sociaux généraux. Ce qu'on voit, c'est que le morceau qu'on prend, à peu près le quart, on le prend là, puis on l'amène dans le GMF. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hôpitaux qui ne sont pas fusionnés. Il y en a qui ont réussi à s'échapper au grand travail de fusion de la loi 10. Ces hôpitaux-là ne sont pas immuns de leur collaboration ou de leur participation à l'offre de service. Ils devront eux aussi embarquer dans la game et apporter l'eau au moulin lorsque c'est requis dans certains milieux, en particulier à Montréal, où il y a eu quelques fusions dans des secteurs particuliers qui ont vraiment créé des CIUS qui sont particulièrement dégarnis en travailleurs sociaux. Et là, il y a un travail certainement de collaboration à envisager. Dans les faits, on a aussi beaucoup parlé des difficultés rattachées au caseload, la patientèle des travailleurs sociaux. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, on prend les patients d'un travailleur social qui est en GMF, en CLSC, on prend sa patientèle, on la lui arrache sauvagement, idéalement, en lui donnant 2 ou 3 balafres, et puis à partir de là, on l'installe confortablement dans un GMF, et on dit, bien maintenant, voici, tu prends ces nouveaux patients que voici. Dans les faits, non. Vous aurez compris que ce n'est pas ce qui est souhaitable ni souhaité. On s'attend à ce qu'un travailleur social X, qui vient du 6Y, par exemple, et qui a un nombre de patients Z, que ces patients inscrits déjà au GMFA et de façon majoritaire constituant sa patientèle, bien que ce soit ce travailleur social qui, de façon privilégiée, va aller vers ce GMF de manière à conserver les patients qu'il a déjà. On ne fera pas exprès de les lui arracher. Il y a par contre, ce travailleur social, certains patients qui sont inscrits dans un autre GMF. Et là, effectivement, il faudra, sur une base progressive, on se rappelle que dans les services sociaux généraux, ce sont des interventions relativement brèves, dont il est question, 10, 12 interventions. Bien, lorsque ça se termine, ou avant, si jamais c'est possible de faire autrement parce que l'intensité du service ne nécessite pas l'ensemble de ces visites, eh bien, ces patients seront transférés à un collègue qui, lui, a été envoyé dans le GMF B. Et vous voyez qu'il reste ensemble un ensemble de patients inscrits hors GMF ou carrément pas inscrits à un médecin de famille. Il y en a des travailleurs sociaux qui suivent des patients qui n'ont pas de médecin de famille, croyez-le ou non. Je suis certain que vous le croyez. Et ces patients-là, effectivement, se retrouveront alternativement dans le GMF A ou B. Et le petit pointillé, ce qu'il dit, c'est que malheureusement, comme dans notre système, les médecins de famille sont des travailleurs autonomes, personne n'aura le loisir de pousser de force dans leur bec ou dans leur patientèle des patients s'ils n'en veulent pas. Alors, c'est encore là un travail collaboratif. Ça doit être une négociation, une discussion avec les médecins. Écoute, travailleuse sociale X du CIUS Y, elle a déjà beaucoup de patients à toi, mais elle en a quelques-uns qui ne sont pas inscrits. Est-ce que tu peux les inscrire? Réponse souhaitée. Bien sûr, je vais inscrire ces 50 patients. Et voilà, dossier réglé. On a inscrit les patients, puis on a réglé le problème sans faire en sorte que le travailleur social perde ces patients-là. Ça, c'est ce qu'on va recommander. Mais entre recommander et faire, vous savez qu'il y a un monde parfois, puis quand les dynamiques de négociation ne sont pas les meilleures, c'est toute une épopée. Pour la trajectoire des patients, je vous ai dit tout à l'heure que c'était essentiel d'être capable d'aller offrir aux patients une trajectoire facilitée. Vous voyez dans ce diagramme devant vous que les patients inscrits au GMFA auront à l'avenir une option d'obtenir des services sociaux qui sera grandement facilitée à l'intérieur de leur GMF, où ils verront le travailleur social et le « ou » est très important, je l'ai souligné, ou le médecin de famille. Il faut comprendre que le médecin de famille, le patient qui doit voir un travailleur social n'aura pas l'obligation, dans tous les cas, de voir le médecin avant. Ça, c'est une lubie à faire tomber. Un patient qui est inscrit dans le GMF fait partie d'une équipe de soins, peut rencontrer les professionnels dont il a besoin. Il faut par contre comprendre que les services qui seront rendus dans le GMF en matière de services sociaux seront la grande majorité du temps des services semi-urgents ou non urgents, donc qui peuvent attendre au lendemain, au surlendemain, ou qui peuvent attendre à la semaine suivante ou le mois d'après. Lorsqu'on est dans des cas plus urgents, que les patients soient inscrits au GMFA ou ne soient pas inscrits, il faudra qu'on conserve une porte d'entrée urgente, temporaire, le temps que le patient puisse, s'il est inscrit, retourner vers son GMF, ou s'il n'est pas inscrit, pouvoir profiter des services généraux et des travailleurs sociaux, des programmes généraux, qui restent encore dans les CLSC. Au risque de me répéter, près des 3/4 seront encore dans les CLSC. Et à terme, dans un cas comme dans l'autre,
les différents programmes spécifiques qui sont dans les CLSC demeurent. Ils ne sont pas affectés ou marginalement affectés par la démarche en cours. On ne veut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ces gens-là iront chercher leurs services dans les CLSC, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Quelques particularités. Quand on a rentré la proposition d'amener les travailleurs sociaux en GMF, on nous a posé la question, et puis comment on fait pour la tenue de dossier? Alors, notre réponse a été très simple. On dit, on fait comme avec les infirmières. Et là, ce qu'on nous a répondu, avec les infirmières, on ne sait pas ce qu'on fait, et on fait n'importe quoi. Alors, ça nous a permis de constater qu'on avait échappé un petit morceau là-dessus, et effectivement, il y avait de tout qui se faisait avec les infirmières. Certaines écrivaient dans le dossier électronique, d'autres dans le dossier papier, d'autres dans le dossier ICLSC, d'autres dans les trois. Ils répétaient la même histoire 3 fois. Vous voyez que c'était excessivement efficace et productif. Alors, on a eu de longs échanges, discussions, services sociaux, santé mentale, et évidemment avec le contentieux ministériel, s'assurer d'avoir un appui légal à la démarche, pour trouver une façon d'avoir une tenue de dossier qui tiendrait la route, qui serait écrite juste une fois et qui, comme dans les meilleures pratiques des centres de médecine de famille, serait consignée à l'intérieur d'un seul et même dossier, le dossier médical électronique, appelons-le dossier patient électronique ou le dossier clinique électronique, je ne sais plus comment l'appeler. Mais bref, ça serait dans un seul et même dossier, de manière à ce que chacun des professionnels, dans un réel esprit interprofessionnel, puisse accéder à l'information et aux travaux qui ont été faits par leurs collègues. Il y a aussi tout un travail en lien avec l'autorité hiérarchique qu'il fallait faire. Comment faire en sorte qu'un établissement qui a une autorité hiérarchique sur un travailleur social puisse aller voir ce que son travailleur social ou son autre professionnel fait dans le GMF quand c'est une clinique privée. Alors, il a fallu que dans le consentement que le patient signe et qui signera dorénavant dans tous les GMF du Québec de la même façon, puis même hors GMF, que le consentement des soins reconnaisse aussi l'importance pour un établissement d'aller voir ce que font les professionnels qui sont dans ce milieu-là et que de cette façon, on puisse suivre à la fois la productivité, la performance. On parlait à un moment aujourd'hui de volume, d'activité. Il faut voir comment on peut faire ça et aller mesurer. Donc, on a besoin de ces indicateurs de mesure, mais on a aussi besoin d'évaluer la qualité de la pratique, de voir comment c'est fait, la pertinence des interventions. Tout ça, c'est nécessaire d'avoir un accès au dossier pour y arriver. Formulaire de consentement, c'est donc celui sur lequel on a travaillé. Les échanges d'informations, répondre aux obligations, puis suivi de performance, c'est ce que je viens de vous décrire. Le taux d'assiduité, je vous en parle brièvement parce que ça aussi, ça a été un sujet un peu chaud. Beaucoup de médecins, et c'est peut-être lié à l'élément dont je vous parlais il y a un instant, beaucoup de médecins ont dit « Non, mais moi, c'est sûr, tu viens dans mon GMF, tu ne vois pas mon travailleur social tant que tu ne m'as pas vu, parce que la visite qui est faite au travailleur social, elle ne compte pas dans mon assiduité. » Puis c'est vrai. On n'a pas encore la possibilité aujourd'hui de comptabiliser les visites qui sont faites par les patients chez les travailleurs sociaux. Cela dit, une visite qui n'est pas comptabilisée, puis oui, on souhaiterait le faire, sachez-le, là, vous allez entendre toutes sortes de choses qu'on ne veut pas, on veut ça, on n'est pas capable de le faire, on n'a pas encore d'indicateur de mesure pour le faire, mais on s'en vient là, on va y arriver un jour. En attendant, pour les médecins d'entre vous, médecins de famille en particulier, le taux d'assiduité, il va s'améliorer quand on travaille en interprofessionnalisme pour la simple et bonne raison que, le médecin de famille, pendant que le travailleur social passe 45 minutes, 1 heure et demie avec un patient qui souffre le martyre psychologiquement, qui a des problèmes de santé mentale épouvantables, bien, pendant ce temps-là, le médecin est capable d'en voir 4, 5 autres pour des problèmes particuliers, ce qui lui permet de comptabiliser des visites positives. L'assiduité, c'est la capacité que le médecin a de voir ses propres patients, de se rendre accessible à eux. Alors, on compte les visites que le patient fait à son médecin de famille par opposition aux visites que le patient est obligé d'aller faire ailleurs parce qu'il n'est pas capable de voir son médecin de famille. Donc, vous comprenez que plus ce chiffre-là est gros, mieux se porte l'assiduité, puis plus l'autre est gros et gonfle, moins bonne est l'assiduité. Le deuxième élément, c'est que, ce faisant, lorsqu'un patient développe un lien de confiance avec un autre professionnel dans un GMF, comme avec un médecin, ça fidélise le patient. On a envie de retourner dans notre maison médicale, dans notre centre de médecine de famille. C'est vraiment ce qui est souhaité. Quelques enjeux clés majeurs que je me permets de souligner. Le premier, la question des raretés de ressources. Je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés de certains centres, en particulier à Montréal. À un moment donné, on a beau vouloir déplacer des ressources puis les amener en GMF, bien, si ce n'est pas qu'on ne veut pas, mais qu'on ne les a pas, les ressources, bien, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on est capable de titulariser? Une fois qu'on a fait le tour des hôpitaux non fusionnés autour, puis qu'on voit qu'eux non plus, ils n'en ont pas, ça se peut qu'on ait besoin de se rendre là. Le deuxième élément qui a été beaucoup mis à l'avant-scène, notamment par les médecins, c'est celui du manque de locaux pour les travailleurs sociaux.
malgré que le programme GMF soit extrêmement lucratif pour permettre que les médecins ne perdent pas d'argent à voir arriver des professionnels dans leur clinique dont ils sont propriétaires, vous le savez. Ceci nous amène à les inviter à l'optimisation de l'utilisation, notamment en heures défavorables. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la plupart des bureaux, du mardi après-midi au jeudi matin, sont très occupés, mais le lundi, puis surtout le vendredi, puis en particulier le vendredi après-midi, c'est vide. Alors, quand on entre des professionnels dans des bureaux comme ça, il faut reconsidérer un petit peu ce qu'on fait comme organisation du travail. Et aussi un changement de culture. Il y a des cliniques dans lesquelles un docteur, il a beau travailler une journée semaine dans sa clinique, il y a son nom sur une porte, puis il n'y a personne qui met les pieds dans ce bureau-là. Alors, c'est sûr que si on veut un bureau pour chacun, ce sont des pratiques, des cultures qu'il faut essayer de travailler à changer. Et je vous dis essayer de travailler parce qu'ultimement, il faut se rappeler que le programme GMF, c'est un programme à adhésion volontaire et que si ça ne marche pas, et qu'on n'est pas capable de faire le changement de culture tout de suite, puis qu'on ne veut pas faire cette optimisation-là, bien, on peut l'oublier, le programme, que ce soit de façon transitoire ou de façon prolongée. Quelques autres enjeux que nous ne contrôlons que trop peu, les échéanciers serrés avec lesquels on vit au ministère et avec lesquels vous composez tous dans le réseau, et les patients aussi écopent de ces changements, évidemment. Une offre de service qui est complexe à gérer quand on prend des services qui étaient rendus en CLSC puis qu'on vient les donner en GMF. On est toujours dans le même cadre, mais des fois, on joue dans une portion du cadre ou une autre et ça change la donne. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a un enjeu de ressources humaines qui est non négligeable au-delà des conventions collectives. Il y a des gens pour qui il y a une sacro-sainte incapacité à imaginer aller travailler d'un monde capitaliste comme celui d'une clinique privée, même si elle est conventionnée et que les médecins qui y travaillent sont payés par un régime public. Ce sont des concepts qui appartiennent aux individus, qui sont dans la culture, qui sont ancrés et qui demandent effectivement du temps pour changer, un temps que malheureusement nous avons trop peu souvent à notre disposition. On travaille à cet égard, en lien avec ces enjeux-là, avec deux groupes importants. Un groupe qui est une communauté de pratique des PDG, des DSP et d'un ensemble de directeurs associés à la santé mentale, aux services sociaux dans les différents établissements. On est en train de mettre en place, j'avais une rencontre ce matin même avec les PDG là-dessus. Et on apporte aussi le soutien des instituts universitaires de soins de première ligne, les IU. On en a un en Estrie, un autre dans la région de Québec. Des instituts dont l'objectif est effectivement d'améliorer nos connaissances en cette matière. Et tout un travail d'évaluation qui sera fait, qui est majeur, un travail d'évaluation de cette implantation des travailleurs sociaux dans les GMF, de cette relocalisation aussi, voir dans quelle mesure ça améliore la performance, la qualité des services rendus. Et on en aura quoi de mieux qu'un exemple concret. J'ai mis question-commentaire, mais lisez pas cette diapositive-là. Je préfère qu'on aille d'abord à l'exemple concret de cette implantation, avant même l'évaluation des gens qui ont déjà fait le travail en Estrie. Alors, je passe la parole à mes collègues estriens. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Oui. Donc, je vous présente Marisol Gagnon, qui est travailleuse sociale et qui est au programme Accueil psychosocial suivi adulte au CSS IUGS depuis 2012 et qui est à la clinique Plateau Marquette depuis 2013. Alors, je vous présente Philippe Lamontagne, médecin de famille responsable médical GMF au Plateau Marquette, co-gestionnaire programme santé mentale du C3S IUGS. On voulait vous faire une belle démonstration de collaboration interprofessionnelle. Exactement. Oui, vas-y. Bon, écoutez, on va faire ça brièvement. On a une vingtaine de minutes pour vous présenter plusieurs points. En fait, on va mettre l'accent surtout sur comment c'est organisé pour que ça fonctionne, puis vous présenter un peu qu'est-ce qu'on pense qui a aidé à faire lever la pâte, et puis qu'est-ce qu'on pense qui est les éléments plus négatifs, les choses qu'il faut surveiller. D'abord, donc c'est ça, on va présenter la collaboration dans la vraie vie, ce qui marche moins, les efforts à consentir parce que ça ne se fait pas tout seul. Et ce qui semble simple en apparence est souvent assez complexe, en fait, surtout à cause du facteur humain, d'après moi, qui fait qu'on peut vouloir collaborer, mais c'est quand même des humains qui sont en relation. La collaboration, donc, il y a deux côtés de la clôture. C'est qui collabore avec qui. On a souvent tendance à penser que c'est l'autre qui va collaborer avec nous, mais je pense que ça se joue aussi dans le sens inverse. Ça s'applique, en fait, autant aux médecins qu'aux travailleurs sociaux. Et développer la foi ou l'avoir, je vous dis ça parce que moi, vous voyez que j'ai ma teinture qui n'a pas été faite depuis quelques mois. Et j'ai quelques années, derniers mois de pratique et derniers mois
de pratique. Et disons qu'il y a des thèmes qui reviennent à chaque année et des fois on se demande si la machine avance vraiment ou pas. GMF Plateau Marquette, juste pour faire un petit topo, c'est une ville de 150 000 habitants. Il y a 25 000 inscriptions pondérées au GMF. On est 18 omnipraticiens, on fait un peu de tout. On a la chance d'avoir 5 infirmières à temps plein, 2 infirmières auxiliaires, et on a un certain nombre de jours semaine de temps pharmaciens, travailleuses sociales, 2 psychologues, une nutritionniste et une inhalothérapeute, et une souris verte, on pourrait presque dire. Ils ont tous un lien d'emploi avec le C3S, et on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais ça m'apparaît bien important qu'il y ait un pied avec l'établissement. Donc, au début, en fait, le premier partenariat, on l'a établi en 2011. En fait, la clientèle santé mentale, c'est une clientèle, on en a parlé abondamment, là, qui souvent des gens qui ont des problématiques assez complexes, c'est des problèmes souvent chroniques et donc qui nécessitent un travail d'équipe et une collaboration avec d'autres professionnels. Comme médecin de famille, on est souvent pris avec des contraintes de temps ou un manque de connaissances ou d'expertise avec cette clientèle-là qui fait que ça devient important de pouvoir collaborer avec d'autres professionnels plus experts dans le domaine. On a parlé des liens entre les GMF et le C3S. Je pense que c'est un secret pour personne pour dire que, dépendant des régions, en tout cas, il y avait vraiment 2 silos qui offraient des services et les collaborations étaient plutôt minimalistes. Donc, on a réussi avec le C3S à convenir de l'apport d'une professionnelle qui venait une journée par semaine, en échange de quoi on inscrivait un certain nombre de clientèles qui avaient des problématiques plus lourdes. On a eu une intervenante on avait l'avantage d'avoir une intervenante qui était, je dirais, qui avait une bonne connaissance des problématiques de santé mentale et qui aussi avait une expérience de travail avec les médecins et qui avait aussi le désir de travailler ou de collaborer avec le monde médical. Il y a eu un peu de roulement. Malheureusement, elle nous a quittés. On a finalement eu 3 départs. Il y a eu un roulement de personnel. 2 personnes qui sont parties pour des raisons professionnelles. Ils ont eu des promotions, ils ont eu des postes plus de gestion. Et une qui a quitté pour des raisons personnelles. Je reviendrai un petit peu plus tard, mais l'accueil s'était fait de façon un petit peu catastrophique, je dirais, au sein du GMF et ça n'avait pas donné des résultats probants. Donc, elle nous a quittés. Et heureusement, on a trouvé d'autres excellentes travailleuses sociales. Donc, je vais vous laisser céder la parole à Marisol qui va vous parler de son côté à elle. Qu'est-ce que c'est la collaboration? OK. Alors, l'objectif, là, c'est de partager mon expérience finalement en GMF. Je suis à la clinique médicale Plateau Marquette depuis 2013. Donc, je vais vous expliquer un peu mon travail au quotidien, comment ça fonctionne. Alors, dès mon arrivée, l'enjeu, c'était de me faire connaître. Je pense que tout se joue dans les liens qu'on peut créer avec les médecins, que les médecins puissent aussi connaître notre pratique. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en GMF? Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'arrive des services généraux. J'ai fait de l'accueil psychosocial et du suivi adulte. Donc, j'ai une connaissance, je suis plutôt généraliste. Donc, ça a été la prise de contact avec les médecins là, qui a été dans ma mire là, dès le départ. Et puis, connaître les lieux, le fonctionnement de la clinique, puis voir comment je peux intégrer ma pratique dans la clinique médicale, qui est un monde médical, qui était autre chose de ce que je connais au CLSC. Donc, moi, je vois vraiment mon travail de 3 façons. Je me vois dans mes fonctions comme un suivi, qu'est-ce que je fais déjà au CLSC, suivi adulte. Évaluation, orientation, parce que oui, il y a des besoins qui ne sont pas nécessairement juste pour les adultes. Alors, on a aussi des parents, par exemple, en difficulté, qui ont besoin d'être orientés. L'objectif, ce n'est pas de dédoubler les services. Il y a des très bons services qui existent, des spécialités, et c'est d'utiliser justement les programmes existants et les ressources communautaires. Et je me vois aussi comme une agente de liaison. Je fais souvent, ça arrive régulièrement de faire le pont entre des partenaires, d'autres professionnels du réseau et le médecin. Donc, comment ça fonctionne? Les références viennent principalement des médecins. Donc, ça se fait avec une requête papier où le médecin va inscrire les diagnostics, la médication, une brève histoire sociale, c'est quoi les besoins identifiés par le médecin, c'est quoi les attentes du médecin. J'ai des références aussi qui viennent également des infirmières, de la pharmacienne ou autres professionnels du GMF, mais principalement les médecins. Donc, toutes les demandes, nous, comme on a fait ça finalement à la clinique, toutes les demandes passent par moi parce qu'il y a d'autres professionnels. On a aussi psychologues qui sont là.
On a déterminé aussi les critères. Moi, je me suis basée sur les critères qui étaient déjà établis au CLSC, parce que dans mon équipe, aux services généraux, on a également, oui, des travailleurs sociaux, mais aussi des psychologues. Donc, je me suis basée sur ces critères-là. Donc, les demandes passent par moi. Moi, je fais l'évaluation, je regarde. Si j'ai besoin de précision, bien, je vais aller voir le médecin pour préciser la demande de service, puis voir c'est quoi les besoins du patient pour orienter. L'objectif, c'est vraiment d'offrir des services adaptés le plus possible au patient pour favoriser son rétablissement. Donc, j'ai fait, parce qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais au niveau des statistiques et tout ça, en GMF, il n'y a rien de monté, mais moi, je me suis monté mes propres statistiques pour voir un peu, depuis 3 ans, combien de personnes j'ai rencontrées, quels sont les médecins qui me réfèrent, c'est quoi les principales problématiques, le nombre de rencontres que je fais. Donc, à partir de ça, j'ai ressorti les... là, on est rendu aux critères, excusez-moi. Ah non, mais je t'ai rendu plus, mais c'est correct, excusez-moi. Donc, oui, bien, je vais juste revenir en arrière. Oui, excusez. Alors, pour les critères travailleuse sociale ou psychologue, ce qui a été, ce que je vous montre là, c'est pour la travailleuse sociale, c'est demande avec une ou plusieurs caractéristiques, problématiques ponctuelles et transitoires, problèmes de santé mentale légers ou modérés, situation de crise, stabilisation d'une situation ou prévention de détérioration. C'est vraiment dans une intervention, dans une perspective psychosociale, en agissant sur l'environnement social, le milieu de vie et en utilisant les ressources de l'individu. Pour les critères pour le psychologue, c'est problématiques plus complexes en santé mentale, où il y a comorbidité, où il y a de la chronicité aussi, nécessité d'une évaluation psychologique, ou ben là, c'est ça, problème chronique ou récurrent, dépression récidivante, par exemple. Alors, c'est une approche, dans mes rencontres de suivi, c'est court terme. On a inscrit de 5 à 10 rencontres. Alors, moi, j'irais plus de 8 à 10 rencontres. C'est environ 4 entrevues par jour, selon les démarches que j'ai à faire aussi, puis la complexité des dossiers. Les entrevues durent environ 50 à 60 minutes. Donc, les avantages, moi, je trouve que ça bonifie énormément ma pratique en travaillant près du médecin, en travaillant avec l'infirmière et la pharmacienne. Puis plus tard, je vais vous donner 3 exemples là, de mon travail en GMF. Donc, ça permet une intervention multidisciplinaire, des échanges directs avec les autres professionnels et médecins. Puis moi, ça l'optimise grandement mes interventions. Moi, je peux comparer parce que je suis 3 jours au GMF et 2 jours au CLSC. Puis je peux vraiment voir la différence en travaillant avec le médecin. Par exemple, quand on parle de rétablissement de dépression, travailler avec le médecin ou la pharmacienne, ça peut faire la différence. Ça me permet de mettre en place mes outils puis maximiser mes interventions auprès de la clientèle. Donc, les facteurs favorisant la collaboration, c'est vraiment le respect des expertises de chacun, qu'on puisse se contaminer. Je pense que c'est ça la beauté de travailler tous ensemble. Donc, de pouvoir recevoir aussi l'expertise du médecin, mais que le médecin me reçoive aussi dans mon expertise, dans mon analyse sur le fonctionnement social de la personne. L'ouverture au travail d'équipe, je pense qu'il faut avoir ça, c'est primordial. Puis, bien, ce qui est vraiment facilitant, c'est la proximité. Il y a souvent des discussions de coins de bureau où on s'accroche au dîner, on travaille ensemble, on est ensemble dans la clinique, donc ça facilite les échanges où on peut dire hey, « tel dossier, j'ai vu ton patient ». C'est vraiment, on travaille vraiment en équipe, ça fait vraiment une différence pour le rétablissement des gens. Donc, je vous ai sorti mes statistiques, ce que j'ai comptabilisé pour l'année 2015. J'ai eu 153 patients en suivi. Je suis là 3 jours par semaine. Dans le 153 suivis que j'ai fait, ce n'est pas tous des gens qui ont été en suivi 8 à 10 rencontres. Il y a des gens qui ont été rencontrés, évalués, puis orientés vers d'autres ressources. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de dédoubler ce qui existe déjà. Donc, si par exemple, quelqu'un a accès à des assurances, qui a accès à des assurances collectives, je vais l'orienter vers le privé et tout ça. Je pense quand même que la rencontre avec moi fait une différence parce qu'on va cibler ensemble c'est quoi les besoins de la personne, puis je vais pouvoir vraiment... Il y a plus d'adhérence au traitement par la suite là, avec le suivi avec le psychologue parce qu'il y a déjà une amorce qui a été faite, un lien de confiance qui a été créé. On a vraiment regardé ensemble ce qu'il y avait à travailler où la personne va être plus en mesure de nommer ses besoins puis cibler sur les objectifs aussi qu'elle souhaite atteindre.
OK. Alors, c'est ça, les différentes problématiques là, que j'ai ressorties, bon, troubles d'adaptation, perte d'emploi, épuisement, deuil, arrêt de travail, agression sexuelle, isolement, problèmes de consommation, problèmes de jeu, anxiété, dépression, difficultés familiales, conjugales, parentales. Alors, vous voyez que l'éventail est très large. Alors, je vous ai ressorti 3 exemples dans ma pratique. Alors, au niveau, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Un médecin m'a fait une référence pour une patiente qui est en dépression, qui est en arrêt de travail, dépression majeure. Alors, on a débuté ensemble le suivi. Je fais un plan d'intervention avec la personne, puis tout ça, puis un traitement qui est fait par le médecin au niveau des médicaments, puis tout ça, pour le rétablissement. Et en cours de route, je me rends compte qu'il y a une dégradation d'état de la personne, idée suicidaire. Alors, je suis retournée voir le médecin. On a regardé ensemble, voir est-ce que le traitement était optimal actuellement. On a impliqué la pharmacienne au dossier. J'ai expliqué mes impressions cliniques au médecin, mon analyse de la situation, puis regardé avec lui là, les impacts là, de la dégradation de l'état de la personne. Et à partir de là, bien, il y a eu un changement au niveau de la médication. La pharmacienne a été impliquée. Il y a eu un suivi avec la pharmacienne. Moi, ça m'a permis d'optimiser mon travail auprès de la personne, parce que les symptômes dépressifs étaient beaucoup trop présents pour que je puisse actualiser mon travail auprès de cette patiente-là. Et on a réussi, vraiment, dans ce dossier-là particulièrement, il y a eu un rétablissement. La personne est retournée au travail et je sais très bien que si on n'avait pas travaillé en équipe comme ça, ensemble, la dépression, l'arrêt de travail aurait été beaucoup plus long et le rétablissement aurait été beaucoup plus long également. Autre exemple de travail que je peux faire, par exemple, j'ai un médecin qui me réfère des parents qui ont des difficultés avec un enfant qui fait des crises constamment puis qui a besoin de guidance parentale. Alors, étant donné que moi, j'ai accès à mon ordinateur au CLSC, je peux me connecter avec mon jeton. Je suis capable de faire l'analyse de la problématique puis l'orientation dans le programme, par exemple, Enfants, Jeunesse, Famille au CLSC. Ce que je trouve vraiment important, je trouve que les gens répètent souvent leurs difficultés. Ils vont le répéter au médecin, puis ils vont le répéter à la travailleuse sociale, puis après ça, on les oriente au CLSC, puis ils vont passer par l'accueil, qui vont répéter, qui vont être évalués après ça par le guichet du programme. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors moi, je fais déjà une rencontre, je fais le tour de la situation, je prends 1 heure avec eux, j'ai assez de collecte de données pour être capable d'orienter dans les programmes. C'est important pour moi que les gens aient des services, puis qu'ils ne soient pas dans le répétage de leurs difficultés. Tous les jours, les gens tentent de vivre leur vie, puis d'être moins dans leurs difficultés, puis moi, je leur demande de mettre la table. Alors, si moi, je peux éviter une étape, bien, je trouve que c'est grandement gagnant pour la personne. Agent de liaison, par exemple, Dr Lamontagne me demande de contacter une intervenante parce qu'on a des patients, oui, qui sont suivis à la clinique, mais qui ne viennent pas nécessairement, qui n'habitent pas sur notre territoire, qui habitent ailleurs, ça peut arriver, qui ont des suivis ailleurs. Alors moi, je vais être l'agent de liaison, je vais pouvoir parler du traitement qui a été fait à la clinique, puis donner les informations pertinentes, puis répondre aux besoins aussi de l'intervenante au niveau médical, puis faire le pont entre le médecin et le patient, par exemple. Ouais, c'est à mon tour. Oui. Il y a eu des petites erreurs sur le diaporama. Donc, de notre côté, écoutez, nous, ça fait donc 5 ans qu'on a le plaisir de travailler avec des travailleurs sociaux. Je pense que l'ensemble des médecins sont très satisfaits de la collaboration. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Je vous dirais qu'au début, il y avait quelques médecins qui étaient beaucoup plus en lien avec la travailleuse sociale et puis qui allaient référer. Et tranquillement, le groupe a suivi. Dans toutes les cliniques, là, pour les gens qui auront à développer ça dans vos cliniques, je pense qu'il y a des médecins qui ont peu d'intérêt, qui sont peu versés vers le travail collaboratif, et puis c'est correct comme ça. Mais par contre, je pense que la majorité des médecins vont suivre et embarquer dans le bateau. Donc, je vous donne quelques remarques là, tirées des choses qu'on a vécues depuis les 5 dernières années. Premièrement, le jour où les travailleurs sociaux débarqueront dans les groupes de médecine de famille, je pense que c'est pas mauvais qu'il y ait une bonne
entente ou des bonnes discussions entre les gestionnaires médicaux ou de la clinique dans lesquels les professionnels vont atterrir, et les gestionnaires, les gens qui sont en poste dans les C3S. Ça permet de bien s'entendre sur les tâches, sur les choses qui vont être attendues. D'avoir une rencontre avec les gestionnaires de la clinique, là, je parle sur le plan médical, et puis aussi le responsable, le supérieur hiérarchique, je dirais, de la travailleuse sociale. Avec la travailleuse sociale, ça m'apparaît un moment à privilégier pour pouvoir avoir une discussion puis voir un peu, donner un peu les enjeux au niveau de la clinique, qu'est-ce qui est attendu, les tâches qui sont... qu'on s'attend que le travailleur social va faire, c'est quoi le fonctionnement, le roulement de la clinique, ça m'apparaît quelque chose de particulièrement important. La première journée, comme je disais, on a eu une mauvaise expérience, malheureusement, avec le roulement de travailleurs sociaux. Il y a une travailleuse sociale qui s'est jointe à nous, et la première journée qui est arrivée ici à la clinique, elle a vécu une mauvaise expérience. Il faut dire qu'elle n'avait pas été très bien encadrée pour le travail, les tâches qu'elle avait à faire. Et ça s'est avéré suffisamment négatif pour qu'elle décide de ne plus revenir. Et puis, peut-être que sa motivation n'était pas très enflammée à venir travailler au groupe, mais il reste que l'accueil n'avait pas été à la hauteur, je pense, que de ce qu'on aurait dû faire pour lui permettre une intégration en douceur, et ça n'a pas favorisé, ça n'a pas permis de la garder. Donc, fait que ça, il ne faut pas négliger ça. Je vous dis ça parce que souvent, comme médecin dans les cliniques, on a tendance à être sous pression, il y a beaucoup de débit, et puis souvent, on va avoir tendance à oublier ces aspects-là qui sont particulièrement importants. On fait des rencontres périodiques au niveau du groupe de médecins de famille avec tous les médecins, les autres professionnels, fait que ça m'apparaît aussi quelque chose d'important pour pouvoir les intégrer. Marisol parlait tantôt là, des tâches qui étaient à faire, de la clientèle à viser, puis des durées là, du nombre d'entrevues qu'on anticipait pour faire les interventions. Il faut comprendre que si on pense qu'il y a une ITP travailleur social pour 25 000 inscriptions, ça peut facilement devenir, on va voir quelques patients, puis finalement, on n'aura jamais de temps disponible pour offrir des services à d'autres individus. Donc, il y a une contrainte de temps qui est incontournable. Pas faire ce que d'autres font. Donc, ça, c'est aussi un élément bien important. Tout ce que le réseau fait, les organismes communautaires, le C3S, s'il y a des services qui se font ailleurs, on les utilise au maximum. On excluait ceux qui avaient des assurances privées, particulièrement ce qui touchait le volet de la psychothérapie. Et le volet des références, ça, c'est une autre chose. En général, on pense que le médecin doit être au courant de ce qui se passe au niveau de sa clientèle, mais ce n'est pas le goulot d'étranglement. C'est-à-dire que si l'infirmière note une situation problématique pour un des patients, ou la pharmacienne, par exemple, qui fait un suivi, puis se rend compte que l'individu a besoin d'une intervention psychosociale, elle peut faire directement la référence à la travailleuse sociale, et puis celle-ci va commencer le traitement. Mais par contre, va tenir au courant le médecin là, des démarches qui sont faites. On a des rencontres, évidemment, périodiques pour s'assurer que les délais de prise en charge, puis l'orientation des demandes, tout ça, ça reste fonctionnel. On parlait tantôt d'un individu. On a 2 psychologues qui sont à la clinique et 2 travailleurs sociaux. Donc, ça prend un individu qui gère le trafic pour savoir quand une demande vient, c'est quoi les informations pertinentes, c'est quoi les délais d'attente, quelle devrait être la priorité, puis il regarde avec l'intervenante là, quand elle peut être prise en charge. L'autre chose, c'est qu'on a convenu avec les médecins qu'il y avait une partie, c'était un autre aspect d'autonomie professionnelle si on jugeait que le client ou l'usager devait être vu par un psychologue ou par un travailleur social, indépendamment de la demande du médecin. Si les intervenants jugeaient entre eux que c'était plutôt un ou l'autre, c'était les intervenants qui avaient une préséance, si on veut. On allait expliquer au médecin pourquoi, si j'ai fait une demande à un psychologue, mais c'est le travailleur social qui le voit, pourquoi c'est comme ça. Mais on pensait que c'était plus fonctionnel de permettre aux 2 professionnels de décider là, qui était le mieux outillé pour faire l'intervention. Ça va vous prendre un médecin qui est responsable de l'interface, je dirais, médicale, psychosociale. Quelqu'un qui, évidemment, croit au partenariat et qui va s'assurer que l'intégration se fait correctement, fait le lien avec les médecins dans la clinique. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent devenir problématiques. Donc, pour permettre
d'adoucir des fois les différences de vue là, qui peuvent surgir et puis créer des tensions entre les professionnels. Ça, c'est un mot philosophique. Là. Moi, je pense que la collaboration, ça ne s'impose pas tellement. Là. Ça se développe plus par la confiance et puis par l'expérience, puis le fait qu'on a des expériences positives avec les intervenants. Donc, c'est quelque chose qui se gagne, qui se développe au fur et à mesure. L'autre chose, c'est qu'il faut que ça soit plus que la somme des collaborations individuelles. Si le fait d'avoir un intervenant, finalement, il n'y a pas de travail d'équipe, puis il n'y a pas une plus-value à être ensemble, puis qu'on fait exactement la même chose qu'on aurait fait si on était dans un C3S, bien, je pense qu'on n'a rien gagné, puis dans le fond, on devrait rester, entre guillemets, chacun chez soi. Donc, la communication, on en a parlé abondamment, je pense, dans tous les ateliers ou les présentations qui sont faites dernièrement. Il y a toutes sortes de façons de communiquer, mais on met beaucoup l'accent sur le contact direct avec le médecin traitant, puis que l'intervenant ou le travailleur social puisse parler avec le médecin traitant des situations. Bon, ça se fait dans les deux sens, comme je disais tantôt. Fait qu'il faut se questionner aussi comme médecin, qu'est-ce qu'on doit faire pour collaborer. Fait qu'il faut être disponible pour discuter des cas. Il y a des gens qui vont larguer des demandes, mais qui ne sont jamais là quand c'est le temps d'en parler, puis que si le travailleur social a des inquiétudes, bien, il n'y a pas de disponibilité pour en parler. Évidemment, il faut respecter aussi l'expertise des autres professionnels. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Je vous dirais que comme médecin, on a parfois tendance à trouver qu'on a raison. Et évidemment, une ouverture aux solutions qui sont proposées par l'intervenant. Beaucoup d'appelés, pas autant d'élus. En fait, je ne sais pas là, comment ça va se développer avec le programme du ministère, c'est encourageant, mais je vous dirais que ce n'est pas si évident que ça d'intégrer les travailleurs sociaux dans les groupes de médecine de famille. C'est deux mondes quand même qui ont encore une certaine distance. Fait qu'il faut commencer avec les médecins qui sont motivés, puis tranquillement gagner les autres qui font partie du groupe. Donc, en conclusion, je dirais, bien, les choses importantes, c'est qu'il faut préparer l'arrivée et entretenir des liens avec les médecins, les intervenants, puis régler les différends, faire le suivi, ça va de soi. Là, je comprends que c'est essentiellement des intervenants qui viennent du programme, des programmes généraux qui vont être déployés dans les GMF, ce qui m'apparaît une bonne chose. Éviter le dédoublement de services. Si ça se fait ailleurs, je pense qu'il faut éviter de le faire au sein du groupe de médecine de famille. Maximiser l'utilisation des ressources du milieu. Et puis, un dernier point qui m'apparaît important, c'est que ça me semble une bonne chose que l'intervenant puisse avoir 1 ou 2 journées de travail au sein de son C3S. Parce qu'en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que si, par exemple, chez nous, on a 2 travailleurs sociaux qui sont ici à temps plein, il va arriver à un moment donné, il va y avoir une espèce d'appauvrissement, je dirais, professionnel, au sens où ils ne sont pas en contact avec leur groupe de professionnels et pouvoir se ressourcer puis de discuter des cas qu'ils ont ensemble. Parce qu'il reste qu'ils vont être noyés dans une mer médicale où tu as une pharmacienne, des infirmières et des médecins. Et ça me semble un risque qu'il faut surveiller. Le soutien clinique, oui. D'autres petites choses, en fait, pour le futur. Nous, on apprécie beaucoup avoir la présence de quelques jours, semaines de psychologues. Il y en a une qui est plus versée en pédo, une qui est plus versée en adulte. Je vous dirais que ça ajoute beaucoup au support des intervenants. Ils font des interventions directes avec la clientèle, mais aussi avec les infirmières, avec les travailleurs sociaux, pour la compréhension des problématiques qui peuvent surgir, puis aider à mieux améliorer nos interventions. Dernière chose, c'est l'apport du psychiatre répondant. Il y avait un projet à un moment donné de déployer des psychiatres répondants. On en a eu un, c'est-à-dire quelqu'un qui venait à chaque mois pour faire des discussions de cas. Et ça, je vous dirais, c'était très rentable parce qu'on pouvait échanger. La travailleuse sociale était là, l'infirmière, tous les gens qui gravitaient autour d'un cas, le médecin, donc pour pouvoir échanger avec le psychiatre sur la nature des problèmes puis qu'est-ce qui devait être mis en place. Et c'était très formateur. Donc, j'ose espérer que ça va faire partie des pistes là, dans les prochaines années. Merci beaucoup.